Bon alors là vraiment calmez-vous, hein. Je vais vous partager l'extrait du premier passage télé de Jack le Fou. Oui, Jack vient de passer à la télé canadienne. Ça peut paraître complètement anecdotique, hein, mais je trouve ça plutôt symbolique, car ça fait 1 an, à quelques jours près, que je suis tombé complètement par hasard sur une vidéo de Jack, et que j'ai décidé complètement par hasard de vous partager ce live TikTok hein, sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir, les chiffres de cette vidéo ne mentent pas. Le succès a été immédiat, et 1 an après, le voilà à la télé canadienne. C'est fou, hein. D'ailleurs rien que ce passage, je le trouve dingue. Je vous le présente à l'instant, Jack le Fou. Ça me fait délirer, on dirait une vidéo faite par une IA tellement ça me semble irréel. Alors que c'est bien réel, hein, et j'ai même envie de dire, tout se passe comme prévu. Petite info rapide avant de commencer, je viens de créer une chaîne secondaire hein, sur laquelle je ferai des lives, à quelle fréquence j'en sais rien. En tout cas maintenant, quand il y aura un live, ça sera ici. Et je posterai aussi peut-être quelques vidéos hors sujet, hein, je sais pas trop, je verrai, bref, une chaîne fourre-tout, donc n'hésite pas à t'abonner hein, si ça te dit. Le lien est dispo sous la vidéo. Bref, j'arrête de vous embêter, je vous laisse avec l'extrait, pardonnez-moi pour la qualité vidéo, hein, mais à l'heure où j'écris ces lignes, je n'ai trouvé que ça. Mais rassurez-vous, ça s'écoute plus que ça ne se regarde. Bref, c'est parti. J'étais convaincu qu'il était installé en France et j'ai découvert avec plaisir qu'il est ici au Québec. Il passe une bonne partie de sa vie en ligne à se battre virtuellement avec des intégristes islamistes pour démonter leur discours, pour les mettre en face de leurs contradictions, peut-être faire de la déprogrammation religieuse. Je vous le présente à l'instant, Jack le Fou. Bienvenue à bord. Merci. Première télévision? Oui, première télévision canadienne. C'est un plaisir, sinon même un honneur. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, arrivé au Canada, il y a combien de temps? Juste avant 2020. Bon souvenir que c'est arrivé au Canada? L'un des meilleurs souvenirs de ma vie. Pourquoi? Parce que le fait est de descendre de l'avion et de marcher sur le tarmac, j'ai physiquement senti tout un poids s'enlever sur mes épaules. D'où arrivais-tu? D'Algérie, directement d'Alger. Et quel est le poids qui était soulevé de tes épaules? En fait, j'ai compris que c'était... Le fait est que je n'étais pas libre, que je ne possédais pas mes droits en tant que citoyen en Algérie. Et le fait est que j'ai senti que c'était le cas ici au Canada. Alors, je l'expliquais en présentation, pour ceux qui ne seraient pas initiés à ton sport de combat, tu passes ta vie virtuellement à débattre, mais de façon musclée, avec des religieux. En fait, oui, on peut dire ça. Je passe à peu près 6 à 8 heures par jour, tous les jours, même les week-ends, à débattre avec des religieux. Je dirais même à 99% des religieux de l'islam et de l'islam sunnite. Donc, la branche majoritaire chez les musulmans, 85 à 90% des musulmans dans le monde sont des musulmans sunnites. Pour toi, est-ce que ça relève de la programmation? La religion elle-même, et cette religion spécifiquement, c'est plus que de la programmation. Moi, j'appellerais ça de l'endoctrinement. Parce que ça se produit dès l'enfance et toutes les idées, toutes les façons de faire, toute l'autorité à laquelle on doit se soumettre est infusée dès l'enfance, à travers la peur, à travers le conditionnement, à travers les parents, parce que ça passe toujours par des figures d'autorité. Et nous, comme enfants, on est programmés à croire ce que nos parents nous disent. Donc ils nous disent que Dieu existe, que c'est Allah, que le prophète c'est Mahomet, que le Coran est une parole parfaite et qu'il faut la suivre à la lettre. Et c'est ce qu'on croit tous. Et si on croit à la lettre cette parole, ben, il y a beaucoup de possibles dérives. Absolument. Parce qu'il faut savoir que tous les textes de l'islam sunnite ont été rédigés au 7e, 8e, 9e siècle. Et à cette époque-là, et à cette région-là, au désert d'Arabie, il y avait plein de pratiques qui étaient acceptables. Et on les retrouve telles quelles dans les textes sacrés. Le problème, c'est que cette religion te dit que ces textes-là, c'est une parole parfaite. C'est une vérité absolue. Donc, toutes les horreurs pratiquées et acceptées à l'époque deviennent comme acceptables. Parce qu'ils sont accompagnés d'une autorité, celle de Dieu et celle du prophète. Et si tu n'acceptes pas, ben, tu vas finir en enfer. Et donc, entre autres des pratiques, ben, il y a la pédocriminalité. C'est-à-dire qu'il est parfaitement autorisé pour un homme de 50 ans ou 60 ans d'épouser des gamines de 5 ans ou de 6 ans dans l'islam sunnite. Et autre chose, c'est-à-dire il y a une vision de la femme
en tant que membre dans la société qui est complètement patriarcale, complètement misogyne, complètement dépassée. Mais est-ce qu'on est bien mis en garde contre les risques potentiels de cet endoctrinement? En fait, on n'est pas conscient du mécanisme, de comment ça marche et comment des gens arrivent à se convaincre que ce qu'ils font est bien en faisant des attentats. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Et c'est sur ce point-là que je travaille le plus. Jack, tu es conscient qu'aujourd'hui, on est mis en garde continuellement contre le péché d'islamophobie? Oui. Si on dit la moindre chose, si on critique, on dit t'es peut-être islamophobe. Le problème, c'est que cette religion, elle se veut et elle se voit et elle essaye toujours d'être autoritaire dans une société. Donc, elle va utiliser tous les outils qui existent dans la société pour devenir autoritaire. Pour autre chose, ça veut dire autoritaire, ça veut dire qu'elle va devenir ce qu'on appelle une ligne rouge, à ne pas toucher, et un horizon indépassable. Et dans les outils qu'elle utilise, en Occident, je précise parce que c'est absolument pas le cas du pays où je viens. En Algérie, personne n'a été traité d'islamophobe. Moi qui critiquais l'islam et de manière véhémente en Algérie, j'ai jamais été traité d'islamophobe. J'ai été traité de kafir et de mulhid, ce qui veut dire en gros mécréant et athée, ce qui sont deux insultes. Si par exemple en Algérie on mettra d'athée, de mécréant, ça veut dire quelque part, je suis un peu fou. C'est-à-dire ma parole n'a pas de sens. Parce que je suis athée, je ne crois pas en Dieu, dans un pays où tout le monde croit en Dieu. Et tout le monde croit en Allah, pour être plus précis. Donc pour faire exactement la même chose au Québec, au Canada ou même en France, ben, on va rendre la parole de cette personne inaudible. On ne peut pas la traiter de mécréant, on ne peut pas la traiter d'athée, donc on va la traiter d'islamophobe, donc quelque part raciste, donc elle est un peu folle, donc sa parole n'est pas inaudible. Disqualifiée. Exactement. Si tu débats plusieurs heures par jour, est-ce que tu as déjà eu l'impression que ta vie était menacée justement parce que tu essaies de faire cette déprogrammation? C'est une bonne question. Tout est dans le discours, tout est dans la méthodologie qu'on utilise. Parce que moi, quand je le fais, quand je dévoile et quand je dévoie ces textes de l'islam sunnite, je fais très, très, très attention à mes mots. Jamais j'amalgame, jamais j'essentialise. Surtout, je fais la part des choses entre les musulmans et l'islam. C'est-à-dire que je parle exclusivement de l'islam et exclusivement de l'islam sunnite. Est-ce que c'est un combat entre l'Occident et l'islam qui veut imposer sa vision du monde, selon toi? Je ne le pense pas une seule seconde. Je pense que c'est un combat entre l'humanisme, peut-être la démocratie, des valeurs, des principes, contre des idéologies qui vont à l'encontre de l'humanisme, de la démocratie et ces principes-là. Maintenant, il se trouve qu'en 2024, l'idéologie qui représente le plus grand danger de ces valeurs-là, c'est l'islam sunnite. Si vous m'avez posé la question il y a, je sais pas moi, il y a 80 ans, j'aurais dit peut-être une autre religion. Autre chose. Peut-être que j'aurais dit le catholicisme, pour être plus précis. Sincèrement, ça dépend des périodes. Et je pense qu'on a quelque chose à faire, on doit faire quelque chose si on veut défendre nos principes. Et la liberté d'expression, qui est au cœur de ces principes. Pour moi, c'est plus qu'un principe, la liberté d'expression. C'est un droit. Pour moi, mon premier besoin, c'est de manger et de boire. Mon deuxième besoin, c'est de m'exprimer librement. Mon troisième besoin, c'est d'avoir un toit sur la tête. C'est comme ça que je le vois. Parce que je l'ai vécu dans ma chair. Le fait de ne pas pouvoir m'exprimer en Algérie, dire exactement ce que je pense et comme je le pense. En plus, ce que j'exprime n'est pas insultant envers les gens, n'est pas menaçant envers les gens. C'est toujours envers des idéologies et des idées. Mais quand on parle de préserver cette liberté d'expression, je me rappelle d'une conversation qu'on a déjà eue, il faut accepter des inconforts. Par exemple, l'idée que les propos racistes peuvent être débiles, mais ne doivent pas être interdits. Oui, absolument, par l'État. Vraiment, ce point est très important et je pense qu'il est un peu flou chez beaucoup de personnes. En fait, la liberté d'expression se définit par ces limites que pose l'État. Et l'État ne doit pas intervenir pour interdire ce genre de discours, par exemple, parce que islamophobe ou parce que raciste, parce que c'est trop flou. Vraiment, c'est trop flou. C'est à nous, en tant que citoyens, de prendre nos responsabilités et de donner un contre-discours, des contre-arguments à ce genre de discours, de les dénoncer tout simplement, au lieu de les interdire. En plus, c'est pas du tout efficace. C'est un muscle qui s'entretient,
La liberté d'expression? J'aime beaucoup à dire ça, que la démocratie est un corps et que les droits, c'est les muscles. Et s'il y a des muscles que tu n'utilises pas pendant un bon moment, ben, ils vont finir par s'atrophier et donc le corps va devenir malade. Donc la démocratie va devenir malade. Et là, je finis juste avec une citation d'Albert Camus qui disait « Quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet. Et ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. » La suite des choses, je vous propose de la faire avec quelqu'un qu'on a croisé. En fait, on était au restaurant et immédiatement, il est venu à ta rencontre. Il est à Montréal depuis un certain temps. Masqué nous expliquera pourquoi. Je ne le nommerai pas non plus parce que c'est probablement pour lui préférable. Est-ce qu'on peut dire seulement de là où tu viens? Ou tu préfères qu'on ne dise pas ton pays d'origine? Je préfère dire que je viens du Maghreb. Du Maghreb, d'accord. Si vous êtes masqué aujourd'hui, oui, c'est qu'il y a un risque. Exact. Actuellement, dans l'émission, il y aura potentiellement des personnes qui vont approuver ce qu'on dit et des personnes qui ne vont pas approuver ce qu'on dit. Ces mêmes personnes qui ne vont pas approuver, il y aura une minorité qui peut potentiellement présenter ou être plus ou moins agressive, que ce soit verbal ou physique. Donc, j'ai essayé de choisir la situation la plus logique. Qui est de se masquer? Je pense que vous avez raison, c'est un petit peu stupide, effectivement. Je m'excuse. Mais il n'y a pas à s'excuser. Je vais reprendre mes propos. Mais je ne voulais pas vous démasquer. Je sens l'émotion. Jack, qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment qu'on a de la difficulté à comprendre? Ce qui se passe sur TikTok et sur YouTube en langue française se passe puissance 10, puissance 20 en langue arabe dans le monde dit arabe. De là où moi je viens. Parce que je fais ça aussi en langue arabe depuis très longtemps et c'est une révolution que, diront, les autorités, les institutions religieuses n'arrivent plus à contrôler. Et donc là, puisqu'il y a les interconnexions partout, donc ça se passe aussi en langue française. Et donc là, moi aussi je suis élu, mais je le vois enlever son masque. Et donc c'est ça, il n'y a plus d'autorité, voilà. Quand je parlais de déprogrammation tout à l'heure, oui. Est-ce que ça résonne chez vous? Totalement. J'ai grandi dans une famille imprégnée d'une culture musulmane. J'ai eu le privilège de vivre dans une famille qui était, on peut la catégoriser comme étant cool et qui était ouverte aux critiques. Mais malheureusement, quand je me suis confronté à la société, que ce soit dès le début, donc depuis le secondaire, mes études universitaires et plus tard, j'ai remarqué qu'il y a du monde qui n'avait pas le même point de vue que moi. Et même ici au Québec? C'est-à-dire que même à l'étranger, la bulle vous suit. Exact. Exact. Malheureusement, même ici au Québec, c'était une surprise. Quand j'ai décidé de venir vivre ici, j'ai tout de suite pris comme décision de dire ce que j'avais sur le cœur, de dire la vérité, enfin pas la vérité, mais de dire mon point de vue par rapport aux choses qui me gênent et qui me perturbent. Donc, au moment où j'ai commencé à partager ces idées-là avec les personnes qui m'entourent, il y a des personnes qui ont accepté, mais il y a des personnes qui ont commencé à réagir d'une manière un petit peu perturbante. Jack, oui, c'est vous qui aurez le mot de la fin rapidement. Il y a quelque chose qu'on ne soupçonne pas qui se passe dans cette autre partie du monde? Je dirais pas dans cette autre partie du monde, mais partout dans le monde. Je pense réellement que au sein de la communauté qu'on appelle communauté musulmane ou communauté arabe, les gens en ont marre de se soumettre de cette façon inconditionnelle, vraiment d'une façon horrible parfois, à cette autorité de l'islam sunnite. Les gens en ont marre et ils commencent à s'exprimer et c'est une vraie, vraiment, c'est une vraie expression pour le coup et c'est des vrais coups de massue donnés à cette autorité. Et je pense que dans les années à venir, je ne sais pas si c'est à court terme ou à moyen terme, mais on va voir beaucoup de choses changer. Il faut avoir le ton que vous avez, tout doucement, pour parler de ces coups de massue qui vont peut-être ébranler les colonnes du temple. Merci, Jack. Merci à vous, que je ne nommerai pas. Merci de votre attention. Merci de votre concentration. C'est des conversations rares, mais que je suis content que nous puissions avoir à la télévision. À la semaine prochaine.